Je m'appelle Nora, et à 32 ans, j'ai enfin le sentiment d'avoir réussi. Après des années de lutte pour tracer mon propre chemin, j'ai maintenant un super appartement, un poste de direction dans une grande entreprise financière et une stabilité financière. Mais ma mère, Eleanor, ne voit jamais rien de tout cela. Pour elle, je serai toujours la deuxième, derrière ma sœur, Vanessa. Quand elle m'a invité à son dîner d'anniversaire pour ses 60 ans, j'ai su que des problèmes se préparaient. Je ne m'attendais juste pas à ce qu'elle me pousse à bout devant tout le monde. Dites-moi d'où vous regardez et cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pendant que je vous emmène à travers la nuit la plus libératrice de ma vie. Grandir avec Eleanor comme mère, c'était comme marcher sur des œufs tous les jours. Mon père, Thomas, et elle ont divorcé quand j'avais 8 ans, laissant Vanessa à seulement 3 ans. Même avant le divorce, il y avait toujours de la tension dans notre maison. Papa travaillait de longues heures dans son entreprise de construction, tandis que maman gérait une petite boutique de vêtements en centre-ville. Ils se disputaient constamment à propos d'argent, de temps, de tout. Après le divorce, nos vies ont radicalement changé. Ce dont je me souviens le plus, c'est la rapidité avec laquelle Eleanor a changé d'attitude envers moi. Avant, elle était stricte mais juste. Après, elle est devenue hyper critique, surtout quand elle me comparait à Vanessa. Regarde comme Vanessa range bien ses jouets, disait-elle, ignorant le fait que je venais de nettoyer toute la cuisine à l'âge de 9 ans. Pourquoi ne peux-tu pas être douce comme ta sœur, demandait-elle quand j'exprimais une opinion ou un désaccord. Les comparaisons étaient incessantes et épuisantes. Eleanor attendait la perfection de moi dans tous les domaines, des notes parfaites, une apparence impeccable et des compétences sociales irréprochables. Pendant ce temps, Vanessa ne pouvait rien faire de mal. Si elle rapportait des notes moyennes, Eleanor louait ses efforts. Si je rapportais que des notes parfaites avec une seule note un peu moins bonne, j'étais interrogé pendant des heures sur ce qui n'allait pas. Je me souviens d'une réunion parents-professeurs particulière quand j'avais 12 ans. Ma professeure de sciences a dit à ma mère que j'étais l'une des élèves les plus brillantes qu'elle ait jamais enseignées. Au lieu d'être fière, Eleanor a répondu, elle ne s'applique jamais à la maison. Vous devriez voir à quel point sa chambre est en désordre. La professeure a semblé choquée, mais j'y étais habitué. Les critiques publiques sont devenues si normales que j'ai appris à me préparer chaque fois qu'Eleanor ouvrait la bouche devant les autres. Pour aggraver les choses, mon père a pratiquement disparu de nos vies après le divorce. Il a déménagé à 3 États de distance pour un nouvel emploi et venait rarement nous rendre visite. Les chèques de pension alimentaire sont devenus de plus en plus sporadiques jusqu'à ce qu'ils cessent complètement quand j'avais 13 ans. Il n'a pas honoré ses paiements, et malgré les ordonnances du tribunal, il ne s'est jamais rattrapé. Cela a mis une pression financière énorme sur Eleanor, qui me le rappelait quotidiennement. Sais-tu à quel point je travaille dur pour garder un toit au-dessus de ta tête, est devenu son refrain constant chaque fois que je demandais quoi que ce soit, même des éléments essentiels comme des fournitures scolaires ou de nouvelles chaussures quand mes anciennes avaient des trous. Le fardeau financier a rendu Eleanor amère, et je suis devenu la cible de la plupart de ses frustrations. Vanessa, étant plus jeune et naturellement plus affectueuse, était à l'abri de cette réalité. Je suis devenu à la fois le bouc émissaire et le parent de substitution, préparant les repas, aidant aux devoirs et assumant des responsabilités ménagères bien au-delà de mon âge. Chaque nuit, je me couchais en me demandant ce que je pouvais faire différemment pour que ma mère m'aime comme elle aimait Vanessa. J'ai essayé d'être parfaite à l'école, de faire des corvées supplémentaires, même de changer ma façon de m'habiller et de parler pour lui plaire. Rien n'a fonctionné. La barre n'arrêtait pas de bouger, et mes efforts n'ont jamais été reconnus. Ma seule alliée pendant ces années difficiles a été ma grand-mère Martha, la mère de ma mère. Grand-mère Martha vivait à environ 30 minutes de chez nous, et passer le week-end chez elle est devenu mon évasion. Contrairement à Eleanor, grand-mère me voyait pour qui j'étais. Elle louait mon intelligence, encourageait mes intérêts et, surtout, elle écoutait. Ta mère a du mal, Nora, m'a-t-elle dit une fois pendant que nous faisions des biscuits dans sa petite cuisine chaleureuse. Mais cela n'excuse pas la façon dont elle te traite. Souviens-toi que ces limites ne sont pas de ta faute. Grand-mère Martha avait été comptable pendant 40 ans avant de prendre sa retraite, et c'est elle qui a remarqué pour la première fois mes aptitudes pour les chiffres. Elle me donnait des puzzles et des jeux de maths, se réjouissant de la rapidité avec laquelle je les résolvais. Tu as un don, disait-elle. Un jour, tu l'utiliseras pour construire une vie qui sera entièrement la tienne. Ces mots sont devenus ma bouée de sauvetage pendant les jours les plus difficiles. Quand Eleanor me disait que j'étais trop maladroite, trop têtue ou trop rêveuse,
j'entendais plutôt la voix de grand-mère Martha, me rappelant ma valeur. Au moment où je suis arrivé au lycée, j'avais développé une carapace protectrice. J'ai concentré mon énergie sur les études et les activités parascolaires qui me tenaient éloigné de la maison. J'ai rejoint l'équipe de débat, le club de maths et j'ai suivi des cours de niveau avancé. Mes professeurs sont devenus mes mentors, voyant en moi un potentiel que ma propre mère refusait de reconnaître. Mais même lorsque je collectionnais les réussites, les bourses d'études et les reconnaissances, Eleanor trouvait des moyens de les minimiser. Quand j'ai été nommé major de promotion, elle a fait remarquer que c'était seulement parce que c'est une si petite école. Quand j'ai remporté un concours de mathématiques de l'État, elle s'est demandé à voix haute pourquoi je ne pouvais pas mettre autant d'efforts dans mon apparence. Vanessa, pendant ce temps, grandissait en se prélassant dans l'approbation constante d'Eleanor. Elle s'est habituée aux éloges sans réalisation et aux récompenses sans effort. Au moment où elle est arrivée au lycée, elle avait du mal à l'école mais excellait socialement. Elle était jolie, populaire et savait exactement comment manipuler notre mère pour obtenir tout ce qu'elle voulait. Je n'en voulais pas à Vanessa pour cela. Comment aurais-je pu? Elle ne faisait que répondre à la dynamique familiale qu'Eleanor avait créée. Ce qui faisait plus mal, c'était de la voir absorber la vision déformée que notre mère avait de moi. Quand Vanessa a eu 14 ans, elle a commencé à refléter l'attitude méprisante d'Eleanor, levant les yeux au ciel quand je parlais et faisant des remarques blessantes sur mon apparence ou mes intérêts. Malgré tout, je me suis accroché à la croyance que grand-mère Martha avait en moi comme à un talisman. J'ai étudié pour les tests d'aptitude avec une détermination sans faille, j'ai postulé pour toutes les bourses d'études que j'ai pu trouver et j'ai rêvé du jour où je partirais pour l'université. La liberté était à l'horizon, et j'ai compté les jours, gardant mes plans secrets jusqu'au tout dernier moment. Mon travail acharné a porté ses fruits quand j'ai reçu une bourse d'études complète pour étudier la comptabilité dans une université prestigieuse à 800 km de là. Le jour où la lettre d'acceptation est arrivée, j'ai ressenti un mélange d'euphorie et de crainte. La bourse était mon billet pour la liberté, mais je savais qu'Eleanor ne me soutiendrait pas. J'avais raison. Quand j'ai annoncé mes plans au dîner, Eleanor a pratiquement jeté sa fourchette. « Tu te crois trop bien pour l'université de l'État ?» a-t-elle demandé, en faisant référence à l'université locale à seulement 20 minutes de chez nous. Typique de Nora, toujours à se croire spéciale. « Maman, c'est une bourse d'études complète, ai-je expliqué, en essayant de garder une voix stable. C'est une opportunité incroyable. Et ta sœur? Et moi? Qui aidera à la maison? Qui conduira Vanessa à ses activités? As-tu pensé à quelqu'un d'autre qu'à toi-même? Vanessa est restée silencieuse pendant cet échange, un petit sourire jouant au coin de ses lèvres. À 17 ans, elle était devenue l'alliée parfaite d'Eleanor, prête à souligner mon égoïsme chaque fois que c'était nécessaire. Vanessa va tellement te manquer, a ajouté Eleanor, bien que Vanessa elle-même n'ait fait aucune affirmation de ce genre. La discussion s'est envenimée, Eleanor énumérant toutes les façons dont mon départ allait lui peser. Elle a souligné à quel point l'université serait chère au-delà des frais de scolarité, à quel point j'étais naïve au sujet du monde réel et à quel point j'allais probablement échouer et revenir en rampant à la maison de toute façon. Tu n'as jamais vécu loin de la maison, a-t-elle dit. Tu peux à peine prendre soin de toi. C'est une erreur que tu vas regretter. Malgré ses tentatives pour anéantir ma confiance, je suis resté ferme. Pour la première fois de ma vie, je me suis directement opposé à ses souhaits. La nuit avant mon départ pour l'université, elle a refusé de me parler, indiquant clairement que mon choix était une trahison impardonnable. Grand-mère Martha m'a conduite à l'aéroport, sa vieille berline remplie des quelques affaires que j'emmenais dans ma nouvelle vie. Elle m'a serré fort dans ses bras avant que je monte à bord de l'avion. « Tu fais ce qu'il faut, Nora ?» a-t-elle chuchoté. « Construis ta vie selon tes propres conditions. Je suis si fier de toi. » Ces premiers mois à l'université ont été une révélation. Pour la première fois, j'ai expérimenté ce que c'était que d'être jugé sur mes propres mérites, et non en comparaison avec quelqu'un d'autre. Mes professeurs appréciaient mes compétences analytiques et mon éthique de travail. Ma colocataire, Lorraine, est devenue la première vraie amie que j'ai jamais eue, quelqu'un qui appréciait réellement ma compagnie. Mais la liberté s'accompagnait de défis importants. Ma bourse d'études couvrait les frais de scolarité et le logement de base, mais rien d'autre. J'ai occupé 2, parfois 3, emplois à temps partiel pour couvrir les manuels scolaires, la nourriture et les produits de première nécessité. J'ai servi du café à la cafétéria du campus de 5h à 9h tous les matins,
j'ai donné des cours particuliers à d'autres étudiants l'après-midi et j'ai travaillé comme assistante de bibliothèque le week-end. Entre les cours et le travail, j'ai étudié tard dans la nuit, survivant souvent avec des collations des distributeurs automatiques et des nouilles ramen à rabais. Il y a eu des moments où l'épuisement m'a submergé, où je me suis demandé si Eleanor n'avait pas raison sur mon incapacité à réussir seule. Mais chaque petite victoire a renforcé ma détermination, ma première note parfaite à un examen, mon premier chèque de paie, la première fois qu'un professeur m'a demandé d'être assistante d'enseignement. Chaque réalisation était une brique dans les fondations de ma nouvelle identité, une identité qui existait indépendamment des définitions étroites d'Eleanor. De retour à la maison, Vanessa devenait de plus en plus rancunière de mon évasion. Pendant nos rares conversations téléphoniques, Eleanor me mettait sur haut-parleur pour que Vanessa puisse entendre, et ma sœur profitait de ces occasions pour semer le doute dans l'esprit de notre mère. Nora semble différente, disait-elle avec désinvolture. Je me demande si elle fait beaucoup la fête. C'est ce que font les étudiants, non? Ou encore, mon ami a vu les médias sociaux de Nora. On dirait qu'elle dépense beaucoup d'argent en vêtements pour quelqu'un qui prétend être si pauvre. Ces fabrications ont fonctionné exactement comme prévu. Eleanor m'appelait pour exiger des explications sur des comportements que je n'avais jamais adoptés. Peu importe comment je me défendais, elle croyait Vanessa plutôt que moi. La distance qui, je l'espérais, améliorerait notre relation semblait seulement la rendre pire. Pendant ma 3e année, une tragédie a frappé quand grand-mère Martha a reçu un diagnostic de cancer du pancréas agressif. Elle a décliné rapidement, et en 2 mois, ses médecins ne lui ont donné que quelques semaines à vivre. J'étais en plein milieu des examens finaux et complètement fauché. Le vol le moins cher pour rentrer à la maison coûterait $400 que je n'avais pas. J'ai appelé Eleanor, ravalant ma fierté, pour lui demander si elle pouvait m'aider avec le billet d'avion, promettant de la rembourser avec mon emploi d'été. Tu aurais dû mieux économiser ton argent, a-t-elle répondu froidement. Je t'avais dit que l'université était trop chère. Quand j'ai expliqué que j'avais besoin de voir grand-mère avant qu'elle ne décède, Eleanor a simplement dit, « Eh bien, nous faisons tous des choix, Nora. Tu as choisi de partir. » J'ai tout essayé pour rentrer à la maison à temps. J'ai pris des quarts de travail supplémentaires, vendu mes manuels scolaires, et j'ai même lancé une petite collecte de fonds parmi mes amis, mais ce n'était pas suffisant, et ce n'était pas assez rapide. Grand-mère Martha est décédée un mardi après-midi pendant que je travaillais à la cafétéria. Je n'ai même pas pu dire au revoir à la seule personne qui avait vraiment cru en moi. Le chagrin était accablant. J'ai sombré dans une profonde dépression, réussissant à peine à terminer le semestre. Eleanor n'a pas appelé pour prendre de mes nouvelles, et quand je l'ai finalement jointe, sa réponse a été clinique. « Martha t'a laissé certaines de ses affaires, a-t-elle dit. Quand viendras-tu les chercher? Elles prennent de la place dans mon garage. » Il n'y a eu aucune reconnaissance de ma perte, aucune reconnaissance que j'avais perdu mon plus grand soutien. C'était la confirmation finale qu'Eleanor ne serait jamais la mère dont j'avais besoin. Cet été-là, je suis resté à l'école pour suivre des cours supplémentaires et travailler à temps plein. J'ai utilisé une partie de mes gains pour louer un petit entrepôt pour les effets personnels de grand-mère Martha, incapable de supporter l'idée qu'Eleanor s'en débarrasse. Parmi ces trésors, il y avait une lettre que grand-mère m'avait écrite avant de mourir ainsi qu'un modeste bon d'épargne qu'elle avait gardé pour moi. « Chère Nora, commençait la lettre, au moment où tu liras ceci, je serai parti, mais sache que la fierté que je ressens pour la femme que tu es devenue ne mourra jamais. Utilise ce petit cadeau pour t'aider à finir en beauté. Ta mère ne comprendra peut-être jamais tes choix, mais moi oui. Tu as été assez courageuse pour briser le cycle, et cela demande un courage remarquable. Continue. La vie que tu construis vaut tous les sacrifices. » Cette lettre est devenue mon nouveau talisman. Je la portais partout avec moi, la lisant chaque fois que je doutais de moi. Le dernier cadeau de grand-mère Martha n'était pas seulement financier. C'était la permission de m'engager pleinement dans mon indépendance, libre de culpabilité ou d'obligation. Au moment où je suis entré dans ma dernière année, la relation avec ma mère et ma sœur s'était détériorée pour se limiter à des appels téléphoniques tendus occasionnels et des cartes de vœux obligatoires. Je ne cherchais plus l'approbation d'Eleanor ni à me défendre contre les fabrications de Vanessa. Je me concentrais simplement sur la fin de mes études et la garantie de mon avenir. J'ai obtenu mon diplôme de comptabilité avec la mention summa cum laude et de multiples offres d'emploi. J'ai choisi un poste dans une prestigieuse firme financière à New York, une décision qu'Eleanor a prévisiblement critiquée. « New York est tellement cher », a-t-elle dit lors d'un de nos appels peu fréquents.
Tu vas finir par t'endetter, et c'est dangereux pour une jeune femme seule. J'avais cessé d'essayer de gagner son approbation il y a des années, alors j'ai simplement répondu, je commence dans 3 semaines. Mon adresse va changer. Je t'enverrai les informations. Ces premières années à New York ont été difficiles mais exaltantes. J'ai loué un minuscule studio dans un quartier douteux, j'ai fait la navette pendant 90 minutes dans chaque sens pour économiser de l'argent et j'ai travaillé 14 heures par jour pour faire mes preuves à la firme. Mon salaire de départ semblait substantiel jusqu'à ce que les impôts et le coût de la vie de New York en dévorent la majeure partie. Mais j'étais bonne dans mon travail, vraiment bonne. Des années de gestion des critiques imprévisibles d'Eleanor m'avaient rendue méticuleuse, hyper consciente des détails et excellente pour anticiper les problèmes avant qu'ils ne surviennent. Ces compétences se sont parfaitement traduites en analyse financière et en gestion de la clientèle. En 18 mois, j'ai reçu ma première promotion et une augmentation de salaire importante. Pour la première fois de ma vie, je ne faisais pas que survivre. Je commençais à prospérer. J'ai déménagé dans un quartier plus sûr, j'ai commencé à constituer un modeste portefeuille d'investissement et j'ai même pris mes premières vraies vacances, un week-end à Cape Cod avec des amis du travail. C'est pendant cette période de stabilité croissante que j'ai reçu un appel inattendu d'Eleanor. Sa voix avait une désinvolture forcée qui m'a immédiatement mis en alerte. « Nora, j'espère que tu vas bien », a-t-elle commencé, une ouverture inhabituellement polie pour elle. « Je voulais te parler d'une petite situation ici à la maison. » La petite situation s'est avérée être un avis d'expulsion. Eleanor avait pris du retard dans le paiement de son loyer après avoir perdu son emploi à la boutique 3 mois plus tôt. Elle avait été trop fière pour me le dire, mais elle était maintenant menacée de se retrouver à la rue si elle ne pouvait pas trouver $2000 de loyers impayés. Malgré tout, je ne pouvais pas supporter l'idée que ma mère et ma sœur soient expulsées. J'ai envoyé l'argent ce jour-là, ainsi qu'assez pour couvrir les 2 prochains mois pendant qu'Eleanor cherchait du travail. « Merci », a-t-elle dit sèchement quand l'argent est arrivé. Pas une seule fois elle n'a demandé comment j'avais pu l'aider ou quel sacrifice j'avais pu faire pour envoyer une telle somme. Il n'y a eu aucune gratitude, juste une reconnaissance maladroite de la transaction. Ce que je ne savais pas alors, c'est que cela allait devenir une habitude. Tous les quelques mois, il y aurait une autre crise, réparation de voiture, facture médicale, coupure de service public. Chaque fois, j'envoyais de l'argent, me disant que c'était la bonne chose à faire, et chaque fois, Eleanor l'acceptait comme si c'était son dû, sans jamais exprimer de remerciements sincères. Pendant ce temps, Vanessa, maintenant âgée de 27 ans, vivait à la maison avec Eleanor, ostensiblement pour aider. En réalité, elle passait d'un emploi de détail à l'autre, ne restant jamais employée plus de quelques mois à la fois. Elle avait tenté le collège communautaire à 2 reprises, mais avait abandonné les 2 fois. Eleanor avait toujours des excuses prêtes pour le manque de progrès de Vanessa. Elle est juste si sensible, disait-elle. Tout le monde n'est pas fait pour le monde de l'entreprise comme toi, Nora. Le soutien financier que j'apportais leur permettait à toutes les 2 d'éviter de prendre leurs responsabilités, mais je ne pouvais pas encore le voir clairement. Une partie de moi aspirait encore à l'approbation d'Eleanor, espérait encore que ma générosité finirait par lui gagner son amour. C'est ma collègue et future amie proche, Sarah, qui m'a aidé à reconnaître la dysfonction pour la première fois. Nous déjeunions à Bryant Park quand j'ai reçu un autre texto urgent d'Eleanor au sujet d'un revers financier temporaire. Sarah a remarqué que mon expression changeait en lisant le message. « Tout va bien ?» a-t-elle demandé. Je me suis retrouvé à me confier à elle, à lui expliquant l'histoire des demandes financières et mes sentiments compliqués à leur sujet. Sarah a écouté sans jugement, mais sa réponse a été révélatrice. « Nora, dit-elle doucement. D'après ce que tu m'as dit, tu envoies de l'argent à ta mère depuis presque 3 ans maintenant. Est-ce que quelque chose s'est réellement amélioré pendant ce temps, ou est-ce qu'elle devient simplement plus dépendante de toi? La question m'a frappé de plein fouet. Je n'avais jamais envisagé que mon aide pourrait en fait aggraver les choses à long terme. Tu fixes des limites dans tous les autres domaines de ta vie, continua Sarah. Tu es ferme avec les clients, clair avec les collègues et honnête dans tes relations. Pourquoi ta mère est-elle la seule personne autorisée à franchir ces limites? Cette conversation a été le début d'un douloureux réveil. Avec les encouragements de Sarah, j'ai commencé à consulter une thérapeute spécialisée dans la dynamique familiale. Le docteur Lilian m'a aidé à comprendre le concept d'enchevêtrement et comment le contrôle financier était souvent utilisé dans les familles dysfonctionnelles. Soutenir financièrement votre mère et votre sœur n'est pas intrinsèquement mauvais, expliqua-t-elle lors d'une séance. Le problème est le manque de transparence,
de responsabilité et de réciprocité dans la relation. Elles prennent sans donner, s'attendent sans apprécier. Au cours des mois suivants, j'ai commencé à établir des limites plus claires. Au lieu d'envoyer de l'argent chaque fois qu'Eleanor le demandait, j'ai mis en place une allocation mensuelle spécifique qui était directement versée pour son loyer. J'exigeais des reçus pour toutes les dépenses d'urgence et j'ai cessé de répondre aux demandes vagues d'aide supplémentaires. Eleanor était furieuse de ces nouvelles limitations. Alors maintenant, je dois supplier et fournir des reçus comme une enfant, exigea-t-elle lors d'un appel téléphonique houleux, après tout ce que j'ai fait pour toi en grandissant. Il ne s'agit pas d'une punition, maman, ai-je essayé d'expliquer. Il s'agit de créer un arrangement durable qui convienne à tout le monde. La seule personne à qui cela convient, c'est toi, rétorqua-t-elle. Tu as toujours été égoïste, Nora. Tu as toujours pensé à toi d'abord. Ces accusations avaient encore le pouvoir de me blesser, mais je développais des défenses plus solides. Ma carrière continuait de prospérer, et la confiance que j'avais acquise professionnellement commençait à se répandre dans ma vie personnelle. Je me faisais des amis significatifs, je me consacrais à des loisirs que j'aimais et j'apprenais lentement à définir ma valeur indépendamment de l'approbation d'Eleanor. À mon 29e anniversaire, j'avais été promu analyste financière senior avec une équipe de jeunes collaborateurs qui me rendaient compte. Mon portefeuille d'investissement croissait régulièrement et j'avais emménagé dans un appartement confortable d'une chambre dans un quartier animé. Je n'étais plus l'étudiante désespérée ou la jeune diplômée en difficulté. Je devenais une femme de moyens et de confiance, exactement comme grand-mère Martha l'avait autrefois prédit. J'ai rencontré Jason lors d'une collecte de fonds caritative organisée par mon cabinet. Il était grand, avec des yeux doux et un sourire facile qui m'a immédiatement mis à l'aise. En tant qu'ingénieur logiciel pour une start-up dans le domaine de la santé, il était intelligent et motivé, mais sans l'esprit de compétition impitoyable si courant dans les milieux professionnels new-yorkais. Notre premier rendez-vous a duré 5 heures, commençant par un dîner et se terminant par une promenade nocturne le long de l'Hudson River. Nous avons parlé de tout, notre travail, nos rêves, nos livres préférés. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la façon dont il écoutait attentivement, à quel point il semblait sincèrement intéressé par mes pensées et mes expériences. Les rendez-vous amoureux avaient toujours été difficiles pour moi. Des années de critiques d'Eleanor m'avaient rendu méfiante à l'idée de laisser les gens s'approcher trop près. J'avais construit des murs pour me protéger, et peu d'hommes avaient la patience de les escalader. Mais Jason était différent. Il abordait mes défenses avec une douce persévérance, ne forçant jamais, mais me faisant toujours savoir qu'il était là. Après 3 mois de rencontres, je lui ai finalement parlé de ma situation familiale. Nous étions en train de préparer le dîner dans son appartement lorsque le sujet est apparu naturellement. Tandis que je décrivais la dynamique avec Eleanor et Vanessa, je me suis préparé à un jugement ou à un rejet. Au lieu de cela, Jason a écouté avec une inquiétude croissante. « Nora, dit-il quand j'eus terminé. La façon dont ta mère te traite n'est ni normale ni saine. Tu le sais, n'est-ce pas ?» Sa simple validation a fait monter des larmes inattendues à mes yeux. Tant de gens avaient minimisé mes expériences ou suggéré que j'exagérais. Jason était le premier partenaire romantique à voir la situation clairement. À mesure que notre relation s'approfondissait, Jason a commencé à remarquer comment les appels téléphoniques d'Eleanor affectaient mon humeur, comment je devenais tendu et replié sur moi-même après les conversations avec elle. Il ne m'a jamais forcé à couper les ponts, mais m'a doucement encouragé à me demander si la relation me servait bien. « Tu mérites d'être traité avec respect et gentillesse », me rappelait-il. La famille n'a pas le droit de déroger à la décence humaine élémentaire. 6 mois après le début de notre relation, Eleanor a insisté pour rencontrer Jason. J'étais réticente, sachant à quel point elle pouvait être critique, mais j'ai accepté de l'amener déjeuner lors d'un prochain voyage d'affaires à Philadelphie, à seulement 1 heure de la maison d'Eleanor. Le déjeuner s'est déroulé exactement comme je le craignais. Eleanor a passé les 30 premières minutes à interroger Jason sur son travail, sa famille et ses intentions envers moi. Puis, l'ayant apparemment trouvé acceptable, elle a passé le reste du repas à raconter des histoires embarrassantes sur mon enfance, soulignant ma maladresse et minimisant mes réalisations. Nora a toujours été si sérieuse, dit-elle à Jason, comme s'il s'agissait d'un défaut de caractère. Vanessa était le papillon social. Elle pouvait illuminer une pièce à 5 ans, tandis que Nora se cachait derrière un livre. J'ai observé attentivement l'expression de Jason, craignant que le récit d'Eleanor ne change la façon dont il me voyait. Mais je n'avais pas à m'inquiéter. Dans le train de retour pour New York,
il a pris ma main et a dit simplement « Je comprends tellement plus de choses sur toi maintenant. Tu es encore plus remarquable que je ne le pensais, ayant surmonté ce genre de critique constante. » Ces mots étaient un baume guérisseur pour des blessures dont je ne savais pas qu'elles étaient encore si vives. Vers cette époque, j'ai reçu une autre promotion importante au travail, devenant chef de service avec une augmentation de salaire substantielle. Quand Eleanor a appris ma nouvelle position, sa réponse a été prévisible. « Eh bien, j'espère que tu pourras nous aider un peu plus maintenant, dit-elle sans me féliciter. Vanessa a besoin de soins dentaires que l'assurance ne couvre pas, et le toit fuit encore. J'envoyais à Eleanor $2000 par mois depuis près de 4 ans à ce moment-là. Selon mes calculs, j'avais contribué à hauteur de plus de $90 000 à leur ménage. Pourtant, leur situation financière ne semblait jamais s'améliorer. Jason, qui entretenait une relation saine avec l'argent depuis qu'il avait grandi dans une famille financièrement stable, était de plus en plus préoccupé par la situation. « As-tu déjà demandé un compte rendu de l'utilisation de l'argent » demanda-t-il un soir alors que j'écrivais encore un chèque pour couvrir une réparation de voiture d'urgence pour Eleanor. Elle verrait cela comme une insulte, répondis-je automatiquement. Nora, ce n'est pas insultant de vouloir de la transparence sur la façon dont ton argent durement gagné est dépensé, surtout compte tenu de tout ce que tu as déjà contribué. Ces mots ont trouvé un écho, mais je n'étais pas prête à aborder directement le problème. Au lieu de cela, j'ai continué les paiements mensuels tout en devenant de plus en plus rancunière à chaque demande d'urgence supplémentaire. La tension a atteint son paroxysme lorsqu'Eleanor m'a appelé pour m'informer que Vanessa voulait créer sa propre entreprise, une boutique de vêtements similaire à celle qu'Eleanor avait autrefois gérée. Ils avaient besoin d'un capital de démarrage de $50 000 et s'attendaient à ce que je le fournisse. C'est l'occasion pour Vanessa de vraiment faire quelque chose de sa vie, expliqua Eleanor comme si cela justifiait l'énorme somme. Tu sais à quel point elle est créative. Elle a juste besoin d'un peu d'aide pour démarrer. Pour la première fois, je n'ai pas immédiatement acquiescé. Laisse-moi y réfléchir, dis-je, ignorant les reniflements de désapprobation d'Eleanor. C'est un investissement important. Je voudrais voir un plan d'affaires. Quand j'ai parlé de cette demande à Jason, il a été catégorique. Absolument pas, dit-il. Ce n'est pas un prêt ni un cadeau. C'est un trou noir. Si Vanessa a une idée d'entreprise viable, elle peut demander un prêt aux petites entreprises comme tout le monde. Sa certitude m'a donné du courage. Quand j'ai rappelé Eleanor, j'ai expliqué que je ne pouvais pas fournir le capital, mais que je serais heureuse d'aider Vanessa à rechercher des ressources pour les petites entreprises et des options de prêt. Alors, ton petit ami chic contrôle ton argent maintenant, dit Eleanor avec amertume. Tu as changé, Nora. Le succès t'a fait oublier d'où tu viens. Les accusations m'ont blessé, mais j'ai tenu bon. Il ne s'agit pas de Jason ni d'oublier d'où je viens. Il s'agit de fixer des limites raisonnables. Eleanor a raccroché, et pendant les 3 semaines suivantes, elle n'a pas répondu à mes appels ni à mes SMS. Quand elle a finalement repris contact, c'était comme si la conversation n'avait jamais eu lieu. Elle n'a plus jamais mentionné l'idée d'entreprise, mais a continué à s'attendre au soutien mensuel régulier. Ce schéma de manipulation passive-agressive était familier, mais pour la première fois, je pouvais le voir clairement pour ce qu'il était. La présence de Jason dans ma vie m'avait donné un point de référence pour ce à quoi ressemblaient des relations saines. Sa famille m'accueillait chaleureusement, se soutenait mutuellement sans tenir de compte et célébrait les succès de chacun sans jalousie. Le contraste avec ma propre famille était frappant et douloureux. Je me suis retrouvé à la croisée des chemins, tiraillé entre mon sens inné de l'obligation envers Eleanor et ma compréhension croissante que la relation était fondamentalement malsaine. Vous n'avez pas à choisir entre prendre soin de vous et soutenir votre famille, me rappela ma thérapeute pendant cette période difficile. La question est de savoir si l'arrangement actuel aide réellement quelqu'un à grandir et à s'épanouir, ou s'il vous maintient tous coincés dans de vieux schémas destructeurs. Guidé par cela, j'ai pris une décision difficile. Je continuerai à fournir un soutien financier, mais avec des limites et des attentes plus claires. J'ai écrit une lettre à Eleanor expliquant que je maintiendrai l'allocation mensuelle pour le loyer et les services publics, mais que des fonds supplémentaires nécessiteraient des documents et une discussion. Sa réponse a été un texto. Je vois comment c'est maintenant. Quand tu avais besoin de moi, je donnais sans poser de questions. Maintenant que j'ai besoin de toi, il y a des formulaires à remplir et des obstacles à franchir. Au moins, je sais où nous en sommes. La culpabilité a été immédiate et accablante, mais Jason m'a aidé à garder la perspective.
Elle t'a élevé, dit-il doucement. C'était sa responsabilité en tant que parent. Ton soutien maintenant est un choix, pas une obligation. Ne la laisse pas utiliser ta compassion comme une arme contre toi. Alors que notre premier anniversaire approchait, Jason et moi avons commencé à discuter d'emménager ensemble. La perspective de construire une vie avec quelqu'un qui me valorisait et me respectait vraiment était à la fois excitante et terrifiante. Pourrais-je vraiment avoir ça? Est-ce que je le méritais? Tu mérites tout le bonheur, Nora, m'assura Jason quand je lui ai avoué ses doutes. Et je veux construire ce bonheur avec toi, jour après jour. Avec ces encouragements, je commençais à le croire moi-même. 3 mois après que Jason et moi avons emménagé ensemble, j'ai reçu une invitation à la célébration du 60e anniversaire d'Eleanor. L'invitation est arrivée par SMS, même pas une vraie carte, mais l'attente était claire, j'y assisterai et j'apporterai un cadeau convenablement cher. Maman veut savoir si tu amènes Jason, envoya Vanessa par SMS séparément. C'était la première communication directe que j'avais eue avec ma sœur depuis plus d'1 an. Oui, nous serons tous les deux là, répondis-je, essayant de rester cordial. La réponse de Vanessa a été immédiate et révélatrice. Cool. Assure-toi qu'il sache que c'est un bon restaurant, pas un truc décontracté. La critique implicite que Jason ne saurait pas comment s'habiller correctement était du Vanessa classique. Je n'ai pas pris la peine de répondre. À mesure que la date approchait, je me sentais de plus en plus anxieuse à propos du dîner. Jason a remarqué ma distraction un soir alors que nous nous préparions à aller nous coucher. Parle-moi, dit-il en s'asseyant à côté de moi. Qu'est-ce qui se passe dans cette belle tête? Je lui ai avoué mon appréhension concernant le dîner à venir, le nœud d'angoisse qui se formait chaque fois que je pensais être dans la même pièce qu'Eleanor et Vanessa. Nous ne sommes pas obligés d'y aller, me rappela Jason. Ta santé mentale est plus importante qu'un dîner d'anniversaire. Mais je me sens obligé d'y assister. Elle a 60 ans, dis-je. Je devrais être là. J'ai juste besoin de me préparer mentalement. Jason serra ma main. Alors nous affronterons cela ensemble. Souviens-toi simplement que rien de ce qu'elles disent ne définit qui tu es. La semaine précédant le dîner, j'ai reçu un appel inattendu de la voisine d'Eleanor, Madame Keller. Nous n'avions jamais été proches, mais elle avait mes coordonnées depuis des années, lorsque j'avais organisé des livraisons de nourriture pendant la brève maladie d'Eleanor. Nora, j'espère que cela ne te dérange pas que je t'appelle, commença-t-elle avec hésitation. J'hésitais à prendre contact, mais je pensais que tu devais savoir quelque chose. Madame Keller a ensuite commencé à me dire qu'Eleanor avait reçu des avis d'expulsion malgré mes paiements de loyer réguliers. Elle avait vu les avis affichés sur la porte et était inquiète, sachant que je les soutenais financièrement. Je pensais que tu devais savoir, dit-elle, surtout que je les ai vus rentrer à la maison avec des sacs de courses provenant de magasins chers. Cela ne semblait tout simplement pas juste compte tenu des avertissements d'expulsion. L'information m'a frappé comme un coup physique. J'ai remercié Madame Keller et j'ai immédiatement commencé à enquêter. J'ai contacté directement la société de gestion immobilière, me présentant comme la personne effectuant les paiements au nom d'Eleanor. Ce que j'ai découvert était choquant. Mes chèques mensuels avaient été encaissés, mais Eleanor retirait de l'argent presque immédiatement après, laissant des fonds insuffisants pour le loyer réel. Elle avait 3 mois de retard et la procédure d'expulsion avait déjà commencé. Des recherches plus approfondies ont révélé des informations encore plus troublantes. La réparation de voiture d'urgence pour laquelle j'avais payé il y a 6 mois? La voiture avait été vendue peu de temps après. Les soins dentaires dont Vanessa avait soi-disant besoin. Il n'y avait pas de rendez-vous ni de dossier au cabinet dentaire qu'Eleanor avait nommé. Le plus affligeant de tous, j'ai trouvé des publications sur les réseaux sociaux montrant Eleanor et Vanessa lors de voyages de fin de semaine à Atlantic City, dînant dans des restaurants chers et faisant du shopping dans des magasins de luxe, le tout pendant des périodes où elles affirmaient être dans une situation financière désespérée. Je me sentais physiquement mal alors que la réalité s'installait. Pendant des années, j'avais permis non seulement une dépendance financière, mais une tromperie pure et simple. L'argent que j'avais sacrifié pour le renvoyer, souvent au détriment de mes propres besoins et objectifs, avait été gaspillé en luxe alors qu'elle continuait à plaider la pauvreté. Quand j'ai finalement rassemblé le courage d'appeler Eleanor, ma voix tremblait d'un mélange de douleur et de colère. « Maman, je viens de parler à ton propriétaire, dis-je sans préambule. Tu as 3 mois de retard sur le loyer malgré les chèques que je t'envoie. » Il y eut une longue pause avant qu'Eleanor ne réponde, sa voix sur la défensive.
Tu me surveilles maintenant, tu me fais suivre. C'est exactement le genre de comportement autoritaire. Je ne te contrôle pas, l'interrompis-je. J'essaie de comprendre pourquoi le loyer n'est pas payé alors que j'envoie de l'argent spécifiquement à cet effet. Les choses sont compliquées, répondit-elle vaguement. Il y a eu d'autres dépenses. Tu ne comprends pas ce que c'est que de gérer un ménage avec un revenu limité. Alors aide-moi à comprendre, insistai-je. Où va l'argent? Au lieu de répondre, Eleanor éluda. Je n'ai pas à justifier chaque sou auprès de toi. Si tu vas aider, aide sans condition. Sinon, ne te donne pas la peine. La conversation s'est terminée avec Eleanor raccrochant, une tactique familière chaque fois qu'elle était confrontée à des vérités inconfortables. Ce soir-là, Jason m'a serré dans ses bras pendant que je pleurais, pleurant enfin la mère que je n'avais jamais eue et que je n'aurai jamais.